très grand merci à Dan Willis qui sera avec nous ce soir. Aux questions-réponses, qui seront en direct avec nous, bien sûr. Bonjour à tous les merveilleux esprits curieux de France. Je m'appelle Dan Willis. J'ai l'honneur de vous présenter l'exposé qui va suivre. Dans la première partie, nous aborderons l'importance de comprendre comment l'évolution de notre planète a été déviée par l'histoire cachée des interactions extraterrestres, afin que nous puissions mieux comprendre comment le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu ce qu'il est. La divulgation de la vérité peut nous permettre de créer un avenir semblable à la Star Trek que nous savons être possible. Dans la seconde partie, j'ai le privilège de pouvoir partager les dernières connaissances scientifiques sur ce monde futur, provenant directement d'un scientifique pléiadien travaillant avec la Fédération galactique des mondes, qui effectue actuellement des opérations de terraformation sur Mars. Je suis honoré de me joindre aux autres orateurs distingués aujourd'hui aux Rencontres Galactiques 3 en France. Dans cette présentation en 6 parties, nous parlerons de l'histoire cachée, du plan secret des nazis, le refus d'accès aux informations, la directive première, un programme de transfert scientifique et la science pléiadienne des cristaux. Comme j'ai expliqué, j'ai été impliqué dans la navigation avec une habilitation de sécurité top secrète dans les communications navales. En son œuvre, j'ai reçu un rapport prioritaire secret codé d'un navire au large des côtes d'Alaska qui signalait un disque de 21 mètres de diamètre émergeant de l'océan au large de Port World et filant dans l'espace à une vitesse phénoménale. Sachant qu'il s'agissait d'un rapport secret authentique destiné au chef de l'opération navale, je savais que tout était réel. 2 questions me sont venues à l'esprit. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas divulgué ces informations au public et pourquoi les extraterrestres ne se révèlent-ils pas à la population de la Terre? Plus tard, j'ai témoigné à Washington, D.C. au sujet de la présence extraterrestre. J'étais juste l'un des témoins militaires top secrets parmi 21 qui ont témoigné devant les grands médias du monde en 2001. Qu'est-ce qui a motivé cet événement? Première partie, une histoire cachée. La fuite et l'infiltration des nazis et le développement d'un programme spatial secret avec l'aide d'une alliance extraterrestre. En 1959, le professeur Hermann Oberst, père des fusées modernes, et le docteur Werner von Braun ont déclaré « Nous ne pouvons pas nous attribuer seul le mérite de notre avancée record dans certains domaines scientifiques. Nous avons été aidés. » Et quand on lui a demandé par qui, il a répondu « par les habitants d'autres mondes ». Au début des années 30, les DSS ont conclu une alliance avec une race extraterrestre reptilienne appelée Draco de l'Empire Sicard et ils ont reçu une technologie avancée en violation de la directive première ainsi que des installations de base sous l'Antarctique pour développer un programme spatial secret. En 1934, les nazis sont parvenus à développer des engins anti-gravité. Grâce à cette capacité, les nazis ont atterri pour la première fois sur la Lune en août 1942 pour établir une base. Plus tard, ils étendront leur colonisation dans notre système solaire, sur Mars, Cérès, et comme mon ami Tony Rodriguez le sait trop bien, sur Cérès donc. Afin d'accroître la population aryenne en Antarctique, Heinrich Himmler recrute 10 000 femmes de race pure pour la colonisation de l'Antarctique, soit 4 femmes par soldat SS. Le grand amiral de la marine allemande Grant Donitz a révélé la création de la base antarctique en déclarant « La flotte sous-marine allemande est fière d'avoir construit pour le Führer, dans une autre partie du monde, un Shangri-La sur Terre, une forteresse impénétrable. » Des documents top secrets retrouvés révèlent des instructions données aux capitaines de sous-marins nazis pour atteindre la base antarctique cachée profondément sous la glace. Avant la fin de la guerre, Himmler, Hitler, 250 000 Allemands, les plus grands scientifiques du Reich et plus de 100 sous-marins s'enfuient vers la base antarctique et l'Argentine pour opérer en sous-sol. D'après les dossiers JFK publiés en 2007, Hitler était vivant en 1955 en Amérique du Sud et, selon les recherches médico-légales, le double de Himmler, qui a pris la capsule de cyanure, n'avait pas la cicatrice du duel d'escrime sur sa joue gauche. Ils se sont tous les deux enfuis. Après une longue et horrible guerre, nous voulions croire avoir gagné la guerre contre les nazis. Le secrétaire d'État à la marine, James Forrestal, a envoyé l'amiral Byrd en Antarctique avec une armada navale complète pour détruire la base nazie
nazis, mais tous leurs avions ont été détruits par des engins antigravitationnels avancés des nazis, équipés d'armes à énergie dirigée, et tout le monde a dû prêter serment de garder le secret. En 1952, les nazis survolent le Capitole avec leur engin perfectionné pour intimider l'administration Truman et d'Eisenhower. Deuxième partie, le plan secret des nazis. Avant la fin de la guerre, les documents révélaient que les nazis avaient un plan appelé Weltanschauungskrieg, traduit allemand, guerre idéologique. Ce plan consistait à s'infiltrer aux États-Unis et créer une matrice de perception afin de dissimuler leur opération secrète. Pour que ce plan fonctionne, il fallait infiltrer et contrôler les éléments suivants: éducation, histoire, opération des agences de renseignement, confinement de la réalité des ovnis extraterrestres et du programme spatial secret nazi, médias, divertissement, sciences et technologies, aérospatiales et biomédecine. Éducation et histoire. La fondation Rockefeller, en alliance avec les nazis, a fait réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale afin de cacher la fuite et l'infiltration des nazis aux futures générations d'écoliers qui étudient l'histoire. Opération des agences de renseignement. Allen Dulles, tristement célèbre pour son rôle majeur dans ce plan d'infiltration nazi, conclut un accord avec le général Reinhard Gehlen, chef des services de renseignement nazis, pour intégrer des milliers d'espions nazis dans l'OSS, qui est devenu ensuite l'actuelle CIA. Allen Dulles ordonne que les dossiers nazis soient nettoyés de leurs références nazies, qui étaient autrefois considérées comme une menace pour la sécurité des États-Unis, et place des amis à des postes clés dans l'opération Paperclip. Les extraterrestres Nébu d'Orion font s'écraser un vaisseau près de Roswell, au New Mexique, pour préparer la Terre à une invasion. Ce cheval de Troie, destiné à inciter notre gouvernement à conclure un accord d'échange de technologie et obtenir un consentement pour un programme hybride. 2 mois plus tard, Allen Dulles insiste auprès d'un président Truman réticent pour que l'OSS du temps de guerre devienne une agence centrale de renseignement permanente, la CIA. Le département de l'armée de l'air est créé, ainsi que le premier groupe Majestic 12, dirigé par l'amiral Roscoe Hillenkoetter, qui part de ses inquiétudes des dangers liés aux secrets extrêmes qui ont été détournés et demande des auditions immédiates au Congrès afin de réduire ces dangers. La loi sur la CIA de 1949 donne le feu vert du Congrès à la création d'un budget noir illimité sans tenir compte de la loi. Le président Truman exprime sa préoccupation en disant « Depuis quelque temps, je suis perturbé par la façon dont la CIA a été détournée de sa mission initiale. Elle est devenue un bras opérationnel et parfois politique du gouvernement et qu'elle est devenue un gouvernement complètement autonome et secret. » Elle n'a pas de compte à rendre à personne. La CIA fait déplacer toutes les opérations de rétro-ingénierie de la base de Wright-Patterson vers les zones 51 et S4 sous le contrôle total de la CIA pour plus de secrets. Confinement de la réalité sur les ovnis, les extraterrestres et le programme spatial secret nazi. James Forrestal veut alerter le public de cette menace nazie en Antarctique et est assassiné par le MG-12 qui le jette par la fenêtre de l'hôpital. Un rapport annuel du MG-12 révèle que cet acte en disant « La mort prématurée du secrétaire Forrestal a été jugée nécessaire et regrettable. » Le MG-12 déploie des efforts considérables pour garder le secret du programme spatial nazi et la présence extraterrestre. Ils utilisent la guerre psychologique et même le meurtre, comme ils l'ont fait avec James Forrestal, membre du MG-12, qu'ils ont remplacé par le directeur de la CIA, General Smith. Le général Smith rédige un mémo définissant l'utilisation du phénomène OVNI à des fins de guerre psychologique. 2 mois plus tard, George Adamski déclare publiquement avoir été contacté par des frères de l'espace venant de Vénus et avoir photographié l'un de leurs engins. En 1952, le public ignorait que la photo prise par Adamski était dans un vaisseau nazi Onebu 2, révélant ainsi une opération psychologique visant à faire croire au public qu'il s'agissait de vaisseaux de Vénus. Ce n'étaient pas des vaisseaux de Vénus, car des vaisseaux nazis atterrissaient occasionnellement et le public qui les rencontrait remarquait qu'ils affichaient une croix gammée et une croix de fer, ainsi que le pilote portait un uniforme nazi et s'exprimait en dialecte allemand. Le Vatican était très impliqué dans les opérations du MG-12, ce qui a été révélé dans un rapport annuel top secret du MG-12 de 1952, révélant que le Vatican souhaitait également disposer d'un système de contrôle du narratif en cas d'observation massive d'OVNI. Le cardinal Francis Pellen, en collaboration avec le secrétaire d'État à la guerre, y est parvenu lors de ses observations en 1947. Le Vatican soutenait pleinement les nazis. Il a travaillé avec MG-12 et la CIA et a délivré des milliers de passeports aux nazis afin de
les aider à se réfugier en Amérique du Sud grâce à des réseaux d'exfiltration. Afin de nier la réalité des ovnis dans l'esprit public, la CIA forme la coalition Robertson, faisant appel même à Einstein pour faire croire que ce groupe de personnes intelligentes pensait que les ovnis n'avaient absolument aucun lien avec des extraterrestres et que vous devriez en faire autant. En février 1954, le président Eisenhower rencontre la Fédération galactique des mondes et prévoit une divulgation publique à la radio et à la télévision en mai de la même année, d'après les témoignages de personnes présentes. La Fédération avertit Eisenhower de ne pas faire confiance aux manipulateurs gris Nebu d'Orion. Le nouveau MJ-12, dirigé par Allen Dole en tant que MJ-1, contourne Eisenhower et signe un traité avec les Gris Nebu pour avoir accès à des technologies avancées. En échange, il met à leur disposition des installations souterraines secrètes et les autorise à enlever des humains sur une base limitée et à effacer leur mémoire de l'enlèvement. Comme la Fédération l'avait prévenu, les Nebu violent le traité, enlèvent plusieurs millions d'humains et utilisent leur ADN pour créer dans des installations souterraines et hors planète des millions d'hybrides capables de s'adapter à notre planète. Leur génétique leur permettait également de se connecter à l'esprit de Ruche et leur reine d'Orion pour assimiler efficacement notre planète. Il s'agissait là d'une tentative de contourner la directive première. Le projet Blue Book conclut en 1969, suite à l'étude de rapports d'OVNI depuis 1948, qu'aucune observation classée comme non identifiée ne représente un développement technologique dépassant nos connaissances scientifiques actuelles et qu'il n'existe aucune preuve indiquant que ces observations sont d'origine extraterrestre. En 1981, le directeur de la CIA, William Casey, informe le président Reagan de la réalité extraterrestre des ovnis. Le briefing révèle qu'un programme psychologique utilisait les médias pour façonner avec soin la perception publique du phénomène ovni. Ils ont déclaré « La première personne qui nous a aidés dans ce programme de désinformation était George Adams, qui au début des années 50, et que le Conseil national de sécurité a estimé que la divulgation de toutes les informations sur les ovnis et les visites d'extraterrestres entraînerait une panique dans tout le pays, y compris auprès des chefs religieux du monde entier. » Le briefing révèle également l'influence de toutes les productions de films sur les ovnis, ce qui aide le public à garder l'esprit ouvert, mais nous permet également de garder nos avions secrets à l'abri de la connaissance du public. Comme l'a dit William Casey, nous saurons que notre programme de désinformation est terminé lorsque tout le public américain croit ce que le public américain croit sera faux. Médias et divertissement. En 1950, un aspect clé du contrôle a été le lancement par Allen Dole d'une opération Mockingbird, dans lequel la CIA paye 400 journalistes pour leur fournir des informations afin de façonner les perceptions du public par le contrôle des médias. En 1951, avec le film Le jour où la Terre s'arrêta, le projet Dove commence des opérations psychologiques sous l'égide de la CIA et de l'US Air Force pour influencer l'industrie cinématographique qui façonne la perception des extraterrestres dans l'esprit du public. En 1954, Jeroso Pope, propriétaire d'un journal à sensation, débute une formation au département de guerre psychologique de la CIA pour produire des histoires créditant les ovnis extraterrestres et que les gens qui passent à la caisse soient influencés à penser que la réalité des ovnis n'est pas crédible. Au lieu de la divulgation prévue par le président Eisenhower en mai 1954, l'ancien officier nazi Prince Bernhard organise des réunions secrètes annuelles de Bilderberg pour coordonner en secret avec des personnes influentes un programme convenu qui est gardé au secret aux yeux du public. Aujourd'hui, les réunions Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Commission trilatérale collaborent avec les groupes et médias pour former la perception du public grâce à leurs membres occupant des postes clés dans les médias grand public. En 1955, Walt Disney, franc-maçon de 33e degré, et Werner von Braun utilisent la télévision pour faire croire au public que l'utilisation de la propulsion par fusée était l'avenir des vaisseaux spatiaux et alors que von Braun savait clairement qu'ils avaient reçu l'aide d'autres mondes qui n'utilisaient pas de fusées. En 1983, il y a 50 sociétés de médias, ce qui empêche la CIA de contrôler de manière centralisée leur discours. Elle décide alors d'organiser des réunions top secrètes à Sun Valley pour consolider le contrôle des médias de 50 à seulement 6 sociétés médiatiques qui contrôlent de manière centralisée les perceptions du public selon leur programme.
Une fois que vous avez compris comment l'infiltration s'est produite et comment la matrice de perception a été créée, la propagande qui cachait la vérité est alors détruite par la révélation de la vérité. Comme un jour, Dr. Joseph Goebbels, chef de la propagande allemande, nazie, a dit « La propagande devient inefficace dès lors que nous en prenons conscience ». En 1952, la loi du secret d'invention est promulguée. Cette loi est apparue comme une méthode efficace pour maintenir les États-Unis dans l'ignorance technologique alors que les nazis avaient mis au point l'antigravité des technologies de pointe. Un inventeur ou un scientifique qui réalise une percée technologique reçoit une ordonnance de sécurité nationale qui stipule que son invention a été jugée préjudiciable à la sécurité nationale des États-Unis et qu'il ne peut donc la partager avec quiconque. Plus de 6 000 de ces ordonnances de sécurité nationale ont été émises. Une invention sera signalée dans le système d'avertissement des applications sensibles de l'Office des brevets si son objet présente un intérêt particulier lié au dispositif antigravité, à l'énergie libre, aux méthodes pour prolonger la vie ou prévenir le vieillissement, aux traitements pour améliorer l'intelligence. Il semble évident que le but est de continuer à utiliser des fusées pour aller dans l'espace, de continuer à utiliser le nucléaire, le pétrole et le charbon pour produire de l'énergie, de limiter notre durée de vie et nous maintenir dans l'abrutissement. Selon le témoignage de Stephen Greer, quelqu'un qui a travaillé au sein de l'Agence nationale de sécurité et qui lui a communiqué des informations exploitables selon lesquelles tout est devenu très noir parce qu'ils ont trouvé le moyen de contrôler la gravité. Depuis octobre 1954, nous n'avons plus besoin de fusées, de jets, de moteurs à combustion interne et de routes en surface entre les villes. En 1956, un article sur les moteurs à gravité a été publié dans le magazine Young Man. Par la suite, on n'a plus entendu parler publiquement du contrôle de la gravité, car il était réduit au silence. Nikola Tesla enseignait à Otis Carr comment créer un véhicule antigravité en 1937. En 1959, Otis Carr a créé et breveté son vaisseau spatial opérationnel. 2 semaines après, le vol réussi, le FBI et d'autres agences gouvernementales ont fait une descente secrète pour fermer l'entreprise d'Otis Carr et ont tout confisqué. Aérospatial et biomédical. William Tompkins, témoin de la marine américaine, a déclaré que les scientifiques nazis qui sont arrivés par paperclip ont pris le contrôle des opérations aérospatiales et biomédicales aux États-Unis. Finalement, les postes les plus élevés de l'industrie pharmaceutique américaine sont aujourd'hui sous leur contrôle. En 1946, après les procès de Nuremberg, 1600 anciens scientifiques et médecins nazis, y compris ceux responsables de meurtres et d'expérimentations sur des humains, sont intégrés au Centre de contrôle des maladies nouvellement créé, avec un grand nombre d'anciens nazis. Après les procès de Nuremberg, I.G. Farben, le plus grand bailleur de fonds d'Hitler, a été démantelé pour former les 13 sociétés pharmaceutiques connues aujourd'hui sous le nom de Big Pharma. En 1958, création de la NASA, dirigée par un ancien officier SS nazi, le Dr Kurt Debus, qui nous fait croire qu'il faut des fusées pour vaincre la gravité. Les États-Unis arrivent secrètement à contrôler la gravité en 1954, 20 ans plus tard que l'Allemagne nazie. Troisième partie, accès refusé. En 1955, le président Eisenhower perd le contrôle face à l'alliance nazie extraterrestre et doit négocier un accord de reddition à la base aérienne de Holloman. Dès lors, notre gouvernement constitutionnel légal se verra refuser l'accès. Le MJ-12 dit au président Eisenhower qu'il n'a plus aucune autorité sur les opérations de la zone 51 et lui refuse l'accès. Il dit à l'agent de la CIA, « Je veux que vous et votre patron preniez l'avion pour y aller, que vous lui transmettiez un message personnel et lui dire, quel que soit le responsable, qu'il a 1 semaine pour venir à Washington et me faire un rapport, et qui s'il ne le fait pas, je prendrai le contrôle de la base avec la première armée du Colorado. Je me fiche de savoir quel matériel classifié vous avez, nous allons démanteler tout ça. » En 1960, les dossiers JFK révèlent qu'Adolf Hitler était bien vivant en Argentine à l'époque. Le président Eisenhower fait un voyage spécial à Bariloche, en Argentine, le repère nazi connu d'Adolf Hitler. Eisenhower s'est-il rendu dans cette ville simplement pour entretenir des relations avec le président argentin, ou était-ce une couverture pour rencontrer Hitler?
Dans son discours d'adieu, le président Eisenhower tente d'avertir le public qu'il ne faut rien tenir pour acquis et que seule une population alerte et bien informée pouvait protéger notre avenir des influences injustifiées, des pouvoirs mal placés, infiltrés dans le complexe militaro-industriel. Le président John F. Kennedy tente d'obtenir l'accès au dossier OVNI en envoyant une note top secret directeur de la CIA. Cela déclenche une directive MJ-12 d'Alan Dulles et 10 jours plus tard, il est assassiné. Un document MJ-12 retrouvé et authentifié révèle qu'Alan Dulles MJ-1 avait mis en place une directive d'assassinat à utiliser contre John F. Kennedy. La commission Warren sur l'assassinat du président Kennedy était dirigée par nul autre qu'Alan Dulles et composée principalement de francs-maçons du 33e degré qui ont conclu qu'il n'y avait pas eu de complot et qu'il s'agissait d'un tireur isolé. Par la suite, une grande partie du public a remis en question les conclusions du rapport Warren. En réponse, la CIA a envoyé une dépêche secrète à tous ses agents pour qu'ils qualifient de conspirationnistes tous ceux qui remettaient en cause le récit officiel afin de les discréditer. Le président Carter a eu une expérience avec un OVNI et a rempli un rapport sur les OVNIs. Il a promis, lors de sa campagne électorale, de rendre publics les dossiers sur les OVNIs. L'avocat Daniel Sheehan, témoignant au National Press Club, a déclaré que le directeur de la CIA, George Bush Sr., avait refusé au président Carter l'accès aux dossiers OVNI. Le président Clinton s'intéressait aussi à la question des OVNIs, mais s'est vu refuser l'accès à ces dossiers. La célèbre correspondante de la Maison-Blanche, Sarah McClendon, lui a demandé pourquoi il n'avait pas révélé l'affaire des OVNIs, ce à quoi le président Clinton a répondu « Sarah, il y a un gouvernement secret au sein du gouvernement et je ne le contrôle pas. » Le président Clinton a demandé à son directeur de la CIA, James Willsey, de se pencher sur la question, mais l'accès lui a aussi été refusé. Il a alors convoqué le Dr. Stephen Greer, directeur du Centre d'études de l'intelligence extraterrestre, à une réunion de 3 heures au cours de laquelle il a déclaré au Dr. Greer « Je sais que c'est réel, j'essaie de comprendre pourquoi diable je ne peux pas y avoir accès. » Le Dr. Greer, apprenant que le directeur de la CIA se voyait refuser l'accès, a rencontré des conseillers militaires qui lui ont conseillé de commencer à rassembler des témoins. Cette même année, 1993, a lieu une réunion à l'extérieur de la zone 51 pour une première rencontre avec le scientifique Bob Lazar et un petit groupe de chercheurs sous une tente militaire. Aucun enregistrement de cet événement n'est autorisé. J'étais assis au premier rang et j'ai estimé qu'il était vraiment important de documenter ouvertement par vidéo cette réunion de 2 heures avec ce groupe de chercheurs qui lui posaient de nombreuses questions. Au cours des décennies qui ont suivi, le témoignage de Bob Lazar est resté 100% conforme à sa crédibilité. La base de la zone 51 a pris très au sérieux ces réunions à l'extérieur de la base qui a été placée en confinement et un document d'avis de sécurité spéciale de l'Office national de reconnaissance a été émis à l'ensemble du personnel. Sur la liste de distribution de ce document figuraient des opérations telles que Cosmic OPS et Magie OPS. Il s'agit de programmes d'accès spéciaux non reconnus, tels que les opérations de rétro-ingénierie de l'engin extraterrestre sur lequel Bob Lazar travaillait. Dr. Greer se procure d'une manière ou d'une autre ce document du NRO, montrant ces programmes d'accès spéciaux non reconnus, et l'apporte à une réunion au Pentagone avec le chef du renseignement de l'état-major interarmé, le vice-amiral Thomas Wilson. L'amiral Wilson tente d'examiner ces programmes d'accès spéciaux non reconnus, mais l'accès lui est refusé et il est menacé afin d'abandonner immédiatement l'affaire, sous peine de retraite anticipée et perte de grade. L'amiral, en sa qualité de haut responsable constitutionnel, est foudrage, comme vous pouvez l'imaginer, et il dit au Dr. Greer que s'il peut amener les témoins qu'il a rassemblés depuis 1993 et qui sont prêts à témoigner sous serment, il a l'autorisation d'exposer ses opérations illégales aux grands médias du monde entier. En 2001, le Dr. Greer courageusement fait comparaître 21 témoins devant le National Press Club de Washington, D.C., malgré les menaces de mort qui pesaient sur lui. Chaque témoin déclare devant les 22 caméras des grands médias du monde entier qu'il est prêt à témoigner sous serment devant le Congrès. Le Dr. Greer avait accumulé depuis 1993 plus de 500 témoins militaires et des services de renseignement pour appuyer ces 21 témoins. Une partie a été révélée le 9 mai 2000. Notre gouvernement constitutionnel légal se voit refuser l'accès, y compris les présidents, les directeurs de la CIA, les chefs des services de renseignement. Il n'y a aucun contrôle légal de ces programmes d'accès spéciaux, sans scrupules, non reconnus, qui encaissent des milliards de dollars, et que nous avons au sein de ces programmes d'accès spéciaux les scientifiques qui peuvent prouver devant une audience publique du Congrès que nous avons des technologies d'énergie à point zéro
qui pourrait mettre fin à la crise énergétique et environnementale et que nous n'avons plus besoin de nucléaire, de pétrole, de charbon depuis des décennies. Avant d'aller à la Lune, une base sur la face cachée a été observée visuellement dans une installation de la NSA. Les astronautes ont vu des engins extraterrestres sur la Lune et ont été tenus de garder le secret sur ce qui s'est passé lorsqu'ils ont atterri en 1969. William Tompkins a observé la transmission non censurée en direct de la Lune qui montrait les énormes vaisseaux spatiaux reptiliens alignés de l'autre côté du bord du cratère qui nous ont avertis de ne plus aller sur la Lune. Bien que la NASA ait censuré la transmission de Neil Armstrong, certains radioamateurs sur Terre ont pu entendre la transmission non censurée en contournant la NASA et en pointant leurs antennes hautement directionnelles vers la Lune. Ils ont alors entendu la NASA dire « Qu'y a-t-il » Ici le centre de contrôle de la mission Apollo 11. Et Neil Armstrong répond « Ces bébés sont énormes, monsieur, ils sont énormes, oh mon Dieu, vous n'allez pas le croire. Je vous dis qu'il y a d'autres vaisseaux spatiaux alignés de l'autre côté du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et nous observent. » Je connais personnellement un radioamateur qui a entendu cette transmission. Une employée de la NASA depuis 20 ans a témoigné que la NASA effaçait les images d'OVNI des photos avant de les rendre publiques. 57 espèces extraterrestres différentes avaient été cataloguées en 1989 selon un membre de l'équipe de récupération d'engins. Un engin extraterrestre rougeoyant en forme de disque a mis hors service plusieurs armes nucléaires dans les installations de lancement de missiles de la base aérienne de Maelstrom dans le Montana. Des navires de l'US Navy ont signalé dans des rapports secrets l'existence d'engins en forme de disque sortant de l'océan. Cela était mon témoignage. Werner von Braun a révélé dans son témoignage sur le lit de mort qu'une série de scénarios sous fausse bannière avait été planifiée à l'avance, le prochain événement étant les terroristes, ce qui s'est effectivement produit comme prévu 4 mois plus tard, le 11 septembre, le dernier événement prévu étant une fausse invasion extraterrestre. Et bien plus encore. Des répliques de véhicules extraterrestres construits dans les années 50 et pouvant aller plus vite que la vitesse de la lumière ont été observées en 1988 à la base aérienne de Norton. Et bien plus encore. Ce fut l'un des plus grands événements de l'histoire du National Press Club. L'endroit a été bondé de journalistes avec 22 caméras des grands médias au dernier rang. Étant moi-même un ancien journaliste d'ABC, je me suis dit comment cet événement avec ses témoignages explosifs ne pourrait-il pas changer le monde? Cet événement a inspiré un professeur, le Dr Michael Salla, dont l'intérêt pour les ovnis était en conflit avec les critères de l'université, qu'il a donc été licencié en raison de son intérêt pour ce sujet important. Il a montré à ses étudiants dans les 2 heures de témoignage du National Press Club. Il est intéressant de noter que la majorité des étudiants de l'époque ne pensaient pas que ces témoignages étaient réels. Depuis, le Dr Salla se consacre entièrement à la recherche sur ce sujet et offre une plateforme pour de nombreuses perspectives différentes sur exopolitics.org. Cet événement a également incité une pirate informatique, Gary McKinnon, à découvrir la vérité par lui-même. Il a découvert des preuves dans les systèmes informatiques de la NASA révélant le programme spatial secret Solar Warden de la marine américaine, avec l'image d'un énorme vaisseau en forme de cigare portant les noms de USS Helen Carter et le May, ces 2 noms étant ceux d'anciens membres du MG-12. Il a vu une liste de transferts de flotte à flotte et d'officiers non terrestres et a également pu confirmer les preuves de manipulation d'images de la NASA. Tous les grands médias qui ont couvert l'événement ont fait corps avec ce que la communauté de renseignement appelle une divulgation partielle. Ils ont volontairement omis les témoignages explosifs, révélant ces opérations illégales que le vice-amiral Wilson voulait rendre publiques. Au lieu de cela, les grands médias ont donné l'impression que le seul but de cet événement était d'organiser une audition au Congrès sur la simple réalité des ovnis. CBS voulait m'interviewer après avoir vu ce que CNN avait fait. Je leur ai dit que je n'acceptais pas cet entretien à moins de pouvoir affirmer que nous avons les scientifiques pouvant prouver devant une audience publique de Congrès que nous avons des systèmes d'énergie à point zéro pour résoudre la crise énergétique. Ils ont promis, après quoi, la productrice a dit que cela ne s'était jamais produit auparavant, mais que les cadres supérieurs l'avaient obligé à couper cette partie. Cela a suscité 2 nouvelles questions. Pourquoi les médias grand public cachent-ils cette info au public et pourquoi les technologies de pointe sont-elles cachées au public? Sur l'échelle de classification des civilisations, le stade 3 correspond à une culture ayant atteint une capacité interstellaire et établi un contact par ses propres moyens avec une autre civilisation galactique. En raison des décennies de secrets et de contrôle de nos systèmes d'information, la population de la Terre croit que nous n'en sommes qu'au stade 2, alors qu'en secret, nous avons atteint le stade 3 et nous avons subi des ingérences de la part des races extraterrestres extérieures telles que les Dracos et les Nébus.
Ces ingérences constituent une violation directe de la directive première. Partie 4. La directive première. La section 9 de la directive première stipule « Il n'est pas permis d'entrer en contact ou d'interférer avec des races moins évoluées, à moins qu'elles ne soient menacées par une source extérieure. Dans ce cas, le personnel de la Fédération galactique des mondes a l'obligation morale d'évaluer la situation afin de déterminer un plan d'action approprié. » Le libre arbitre d'une culture planétaire de stade 1 ou 2 fonctionne en accord avec la grande loi universelle de l'évolution, lorsqu'il n'est pas contraint ou influencé par une source extérieure, travaillant pour son propre bénéfice au détriment de la dite culture moins évoluée. La manipulation du libre arbitre d'une culture moins évoluée est annulée au regard de la grande loi universelle de l'évolution. Elle est dans ce cas considérée par la directive première comme une ingérence et la Fédération galactique des mondes se réserve le droit d'intervenir. La Fédération galactique des mondes collabore avec l'US Navy depuis les années 40 pour développer le programme spatial secret Solar Warden. Dans le souci d'équilibre, la Confédération galactique des mondes travaillait avec la marine américaine. Cette photo, on peut voir au premier plan le commandant Kenneth Nord de la Fédération. En 1957, un véritable vaisseau spatial de Vénus a atterri à Alexandria, en Virginie, avec à bord l'ambassadeur Val Thor de la Fédération galactique des mondes pour rencontrer le président Eisenhower. Pendant 3 ans, il reste au Pentagone avec le statut de VIP pour tenter d'aider Eisenhower dans cette situation. La Fédération galactique des mondes a travaillé avec le service des renseignements de la marine et a remis le scénario de Star Trek à Gene Roddenberry afin de créer un pont dans l'imaginaire du public pour ces concepts avancés de moteur à distorsion, de téléportation, de directives premières. Dans les années 2021 et 2022, notre planète doit être extrêmement reconnaissante envers la Fédération galactique des mondes qui a collaboré avec l'Alliance terrestre pour éliminer les Kree-Nebu, les Draco-reptiliens et les nazis de la flotte noire de notre système solaire. Il ne reste plus qu'à nous occuper des humains qui ont de sombres desseins sur la Terre, mais qui ont perdu leur soutien à l'échelon supérieur. Au début 2023, Thoran Eridian, un haut commandant de la Fédération galactique des mondes, a remis à l'Alliance terrestre un plan de divulgation pour le peuple de la Terre qui est, d'après ce que j'ai compris, un plan génial qui amènera notre civilisation psychologiquement et de la manière la moins impactante possible là où nous sommes actuellement, jusqu'au jour où nous serons prêts à être pour le contact. L'avenir de la Terre se déroule actuellement devant nous pour la libération de notre planète des criminels de terre profond contre l'humanité, à venir où nous rejoindrons finalement d'autres civilisations à travers la galaxie avec la Fédération galactique des mondes afin de pouvoir évoluer vers notre avenir sans entrave. Partie 5. Programme de transfert scientifique. En 1977, j'ai vécu une expérience d'ouverture de la Kundalini et une interaction avec un être qui avait une quantité incroyable d'amour émanant de ses yeux et qui projetait une sphère dans l'espace pour transmettre télépathiquement la structure géométrique de la matrice en relation avec la conscience. Plus tard, j'ai appris que cet être était un émetteur. Cette illustration, tirée du livre d'Elena Danaan, Le don des étoiles, dans lequel il est décrit plus de 110 races extraterrestres différentes qu'elle a vues de ses yeux dans la base de données de la Fédération galactique des mondes. J'ai appris plus tard que l'être qui avait initié ce contact faisait partie d'un programme de transfert scientifique vers notre planète et travaillait avec d'autres cultures telles que les Humites et les Sélosi. J'ai appris que cet échange avait pour but de me préparer à la science de l'univers afin que je puisse à l'avenir comprendre la science qui me sera donnée pour la transmettre aux habitants de la Terre. Cette expérience m'a amené à me poser la question suivante. Quelle est la nature géométrique de la matrice de la réalité, son interface avec la conscience et sa relation avec les cristaux de quartz? Cela m'a amené à contacter le docteur Marcel Vogel, scientifique confirmé chez IBM et inventeur prolifique avec plus de 140 brevets, qui s'est impliqué dans les communications entre l'homme et les plantes, ce qui l'a amené à ouvrir un laboratoire de recherche sur les cristaux de quartz et l'interface avec la conscience, et il m'a
m'a invité à devenir un associé de recherche avec lui. Marcel Vogel voulait modeler le cristal de manière à mieux faire cohabiter les énergies de l'esprit et, dans un rêve, il reçut la vision d'une forme diapyramidale semblable à la formation du modèle de l'arbre de vie. Je me suis rendu dans les mines de cristal et je lui ai livré un énorme lot de cristaux bruts qu'il utilisait en les taillant dans son garage pour plus de 2 douzaines de médecins de la région de la baie de San Francisco. Dr Vogel a commencé par tailler le cristal sur 4 faces, puis il a poursuivi ses expériences en augmentant le nombre de faces pour faire varier la rotation du vortex dans le cristal. Il était loin de se douter qu'à l'époque, lorsque le cristal est taillé en parfait alignement avec la structure en réseau naturel, avec des angles de terminaison spécifiques, cela permet d'obtenir un effet très spécial dans le cristal qui est utilisé par les cultures extraterrestres avancées. En 2022, Elena m'a invité à participer à son émission. Elle savait que j'avais travaillé avec le Dr Marcel Vogel sur la technologie des cristaux. Lors de l'émission, Elena m'a dit que son contact Thoran Heridion avait un jeune frère, Jenan Heridion, qui allait à l'université dans les Pléiades pour devenir terraformeur ou ce qu'on appelle faiseur d'étoiles, qu'il avait une compréhension avancée de la science des cristaux et que nous pourrions communiquer avec lui via l'implant de communication quantique d'Elena. Vous pouvez imaginer mon enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin avoir un tel échange. En avril 2022, les premiers échanges de communication commencent avec Jenan Heridion. 6e partie, la science pléiadienne des cristaux. Jenan m'a appris pourquoi je m'intéressais à ce sujet. Jenan a accès à des appareils qui peuvent lire le champ de conscience d'une personne et voir ses vies antérieures. Et il m'a révélé qu'à l'époque de l'Atlantique, j'étais alors un scientifique ayant préposé à l'un des générateurs à cristal dans l'Atlantide Atlas et que l'un de mes domaines d'expertise était la science holographique médicale. Aujourd'hui, après plus de 3 ans d'échanges de questions et de réponses avec Jenan, conformément à la directive première, voici ce que nous avons appris sur certains des principes fondamentaux de cette science que Jenan a partagé. La matrice multivers infinie de la source. La source. Le haut commandant Thoran Heridion de la Fédération galactique des mondes parle de la façon dont ils perçoivent la source créatrice de leur point de vue. Il n'y a pas de concept de Dieu dans cette création, parce que les créations de la source ne se vénèrent pas les unes des autres, et aussi parce que les créations de la source ne vénèrent pas la source. Elles en sont une fractale, elles sont de la même essence. L'adoration est le produit de l'inconscience et de l'ignorance contrôlée. Structure de la matrice holographique. La matrice holographique est constituée d'un nombre infini de dimensions ou d'univers dans le multivers. Nous nous trouvons actuellement dans l'une de ces sphères dimensionnelles. Chaque sphère a de multiples densités qui émanent de la source créatrice dont nous sommes tous une fractale. La réalité physique émane de la source qui est à l'origine de tous les êtres et de la matière. La source est de nature duale et créative. Puisque chacun d'entre nous est une fractale de la source, nous sommes également de nature duale et créative et avons la capacité de créer et de changer la réalité. Dans notre sphère dimensionnelle particulière de la réalité, la source se projette en 12 densités. Celles-ci peuvent être considérées comme des harmoniques ou octaves sur une échelle de fréquence. Chaque densité émanant de la source dans la manifestation physique a une géométrie de fréquence ou un taux d'oscillation qui est associé à un niveau de conscience. Les densités supérieures créent les densités inférieures ou sous-densités qui descendent dans la manifestation physique. Les densités inférieures, que l'on pourrait représenter dans cette image, se trouve dans la zone extérieure des 12 cercles concentriques, le 13e au centre étant la source. Ainsi, ce qui est affecté ou formé dans une densité supérieure affecte ou se forme dans les densités inférieures. Les densités inférieures, elles, n'affectent pas les densités supérieures ou ne s'y forment pas. Il n'y a pas de séparation entre toutes les densités et la source puisqu'elles émanent de la source et qu'elles sont la source. La source a un niveau de perfection et l'univers tend vers la perfection. Plus la conscience d'un être s'élève en densité, plus cet être résonne avec la perfection et la fréquence de l'amour. En tant qu'être conscient dans cette dimension, nous évoluons grâce à l'amour, car l'amour nous fait passer des densités inférieures aux densités supérieures, plus proches de la source.
le vide. Le nombre infini de dimensions peut être vu comme des sphères semblables à des bulles, toutes interconnectées sur la base de la géométrie parfaite qui découle du schéma directeur de la création appelé fleur de vie. Mais comme ces sphères dimensionnelles existent dans un espace non linéaire, elles se manifestent comme des variables de ce schéma de géométrie parfaite dans lequel l'espace entre ces sphères et à l'extérieur de celle-ci est appelé le vide. Le vide est en dehors du temps et de l'espace et est connecté à toutes les sphères dimensionnelles. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans le vide affecte tout. Géométrie de la matrice. La géométrie fractale tétraédrique est le secret de l'univers. La géométrie de la pensée. Tout dans l'univers créé est construit sur une structure géométrique holographique. La pensée peut remodeler la grille holographique de la réalité parce que les pensées sont des modèles géométriques complexes. Le cristal relie le nouveau modèle au modèle existant et si l'impulsion est suffisamment forte, le nouveau modèle s'impose à l'ancien et l'ancien se transforme en nouveau. Respiration. La respiration porte les pensées. Des respirations courtes, précises, puissantes sont préférables à des respirations longues. Lors d'une respiration longue, l'énergie et l'intention sont absorbées par l'éther. Le docteur Marcel Fogg a confirmé que la respiration pulsée était la plus efficace lors de ses premières expériences de communication d'homme à plante. Taux de fréquence de la réalité à travers les densités de conscience. Tout est résonance à travers le temps, la matière, l'énergie et les densités de conscience. Vous voyez, l'expansion de la conscience est liée au taux de fréquence de la réalité. Lorsque les particules vibrent plus vite, l'esprit calcule plus vite, la conscience s'étend plus loin et l'intelligence s'étend avec elle. Nous voyons mieux, plus clairement, plus loin, nous pensons plus vite. Géométrie tétraédrique des éléments. La géométrie fractale tétraédrique forme les blocs de construction des différents éléments. Il y a tant d'autres éléments que nous n'avons pas encore découverts, dit Génal. La structure de chaque élément est basée sur une géométrie qui émet des formes de fréquences, clés de fréquences tétraédriques de la forme structurelle. Il existe une infinité de structures tétraédriques, tout comme les poissons de l'univers est infini. Tout, matière, énergie, conscience est fait de fréquences. Chaque structure tétraédrique génère une fréquence égale à sa valeur structurelle. Les octaves harmoniques des densités dans le réseau de notre univers. Il existe un réseau de base propre à chaque univers sur lequel les fractales de résonance peuvent être mises à l'échelle comme des octaves harmoniques. Le Créateur respire à travers les octaves densité vers l'extérieur, dans le champ de création et à nouveau vers les singularités d'origine, et ainsi de suite, éternellement. Les 12 densités de fréquence de cet univers particulier sont en résonance avec les multiples d'octaves qui se forment dans la géométrie tétraédrique à travers le spectre des 12 densités. L'octave harmonique de 4096 Hz dans la troisième densité. La grille isotrope de 64 tétraèdes inclut toutes les géométries racines car c'est une géométrie universelle qui s'étend à travers l'espace et vibre à travers les densités et le temps. Dans les différents taux de densité, un certain taux modèle géométrique prévaut en ce qui concerne la structure de la matrice de la réalité à un taux vibratoire particulier. Vous pouvez voir ici dans l'échelle des 12 densités d'octaves de la géométrie du cubo-octèdre la fréquence de résonance de 4096 Hz de la troisième densité. Faire résonner la dissonance du quartz et de l'eau avec des ondes soniques de 4096 Hz. Il s'agit d'un taux de fréquence qui défait les liens entre les particules de fréquence inférieure qui ne sont pas en résonance avec la structure du treillis de quartz. Il les décompose de sorte que les particules intrusives sont éliminées par vibration du corps de quartz. Le quartz retrouve alors un état de résonance parfaitement équilibré, géométrique et absolu. Un son de 4096 Hz élimine les dissonances dues aux radiations nocives affectant l'eau. La fréquence de l'eau est de 2,45 GHz. 4096 Hz est à nouveau une mesure fractale de celle-ci. La guérison par fréquence modifie le taux vibratoire des particules encore. Il ne s'agit pas d'un processus de nettoyage, mais de réharmonisation. Les radiations nocives émises par ces appareils sur la planète Terra ne sont nocives que lorsqu'elles traversent un corps physique qui contient de l'eau ou des microcristaux. Malheureusement, le corps humain contient les deux et ces radiations sont donc très nocives
pour les humains. L'utilisation de technologies de nettoyage sonique résout le problème. La fréquence 4096 Hz permet d'obtenir ce résultat. Il convient de noter que cette fréquence de 2,45 GHz de l'eau est au centre de la bande largement utilisée pour le Wi-Fi et d'autres applications électromagnétiques. C'est la fréquence exacte utilisée pour cuire les aliments dans les fours à micro-ondes, car elle fait résonner la molécule d'eau pour réchauffer l'aliment. Pour une plus grande sécurité sanitaire, dans la mesure du possible, au lieu d'utiliser le Wi-Fi, optez pour une connexion avec un câble Ethernet, car cela vous permettra également d'obtenir une connexion Internet à plus haut débit sans rayonnement. Une étude de l'Institut national de la santé confirme les inquiétudes de John, montrant que l'exposition à une fréquence de 2,40 GHz cause effectivement des dommages à l'ADN. 3 types de géométrie holographique. Votre peuple apprendra que la fréquence est une géométrie holographique. Il existe 3 types de géométrie holographique, atomique, énergétique, photonique. Ces 3 arrangements créent chacun dans leur domaine une structure holographique. Réplicateur. Lorsque vous entrez l'équation holographique d'un nouvel objet, l'appareil réarrange les particules atomiques de manière de l'ancienne matière pour former de nouvelles liaisons et créer l'objet désiré. Il s'agit d'un recyclage atomique. Les médicaux. Certaines technologies de lits médicaux utilisent la technologie holographique fractale. J'explique. La formule fractale du tissu à réparer est enregistrée et le modèle géométrique parfait et inaltéré est reconstruit et superposé au modèle endommagé. L'ancien modèle s'associe instinctivement et se transforme en un nouveau modèle, car l'univers tend à la perfection. Il s'agit d'un appariement fractal holographique. Formule fractale de base. Cristaux de quartz. La structure holographique centrale du quartz, le matériau le plus pur de l'univers, est basée sur la même formule fractale centrale que l'eau, et tous deux sont des ponts interdimensionnels. Les cristaux peuvent stocker des données, tout comme l'eau, parce qu'ils sont construits sur la même formule fractale centrale, mais les cristaux ont beaucoup plus de capacité. Bien sûr, ils représentent l'état le plus élaboré de la matière, tellement élaboré qu'il intègre naturellement la conscience. Un cristal est un pont parce qu'il existe dans toutes les dimensions à la fois. La lumière. La fréquence de la lumière est de 430 à 750 THz en termes de spectre de couleur dans notre univers. Elle est mesurée différemment dans d'autres univers. 4096 Hz est une mesure du noyau fractal de la fréquence de la lumière dans notre univers. Dans cet univers, la lumière a 144 longueurs d'onde. L'œil nu ne peut voir qu'une gamme étroite de longueurs d'onde. La lumière façonne la créativité en créant la matrice holographique de l'univers. C'est pourquoi la lumière et l'amour sont sur la même équation fractale. La lumière crée, l'amour relie. L'eau, l'amour et les cristaux de quartz s'interfacent tous naturellement sur la base de la même formule fractale. L'eau, de par sa structure centrale naturelle, est un moyen de connexion universelle. L'amour a une structure holographique plus complexe, mais il est issu de la même formule fractale que l'eau. Le cristal est un modèle géométrique dérivé de l'eau et de l'amour, mais construit sur la même formule de base. C'est pourquoi tous s'interfacent naturellement. Il a été scientifiquement démontré que l'eau résonne universellement pour former toutes les géométries cristallographiques que l'on trouve dans la nature, comme observé dans les prélèvements de glace en Antarctique. L'amour. La fréquence de l'amour est la pulsation de connexion entre tous les êtres vivants dans l'univers. Même à travers les plans dimensionnels, l'amour est le pont universel. Il peut relier n'importe quoi, je veux dire n'importe quoi. L'amour est l'outil. Ainsi, lorsque vous introduisez de l'amour dans un cristal, vous activez sa capacité de transcendance. Lorsque, en plus, vous intégrez une cible pour la visualisation, elle vous permet d'y accéder facilement. L'amour est un canal sûr, car en raison de sa fréquence élevée, il empêche les dissonances. La raison pour laquelle seul l'amour peut résonner dans les densités supérieures, Genan dit « La dissonance ne peut s'accorder avec un état ordonné de résonance géométrique. » Ceci est illustré par les formations de cristallisation de l'eau du Dr Masaru Emoto, qui démontre comment les énergies dissonantes ne peuvent pas prendre forme dans la géométrie de la structure de l'eau. Notre résonance avec les étoiles et les planètes. Qu'est-ce qu'une étoile?
Les étoiles sont ce que l'on peut appeler des trous blancs. Elles étendent en conscience et en énergie. La conscience est l'énergie de la source créatrice rayonnant depuis la singularité une. La singularité une n'est pas un trou blanc, car elle est une singularité originelle de tout. Elle n'existe pas dans un espace et un temps particulier. Elle est omniprésente, éternelle et omnipotente. Création d'étoiles. Nous pouvons créer des étoiles si nous disposons d'une grande quantité de gaz dormant, comme dans les nébuleuses ou les protonuages. Elles se connectent au centre de l'univers qui se connecte à son tour à la singularité une. Notez l'écusson sur l'uniforme de Genan qui le désigne comme un faiseur d'étoiles. Qu'est-ce qu'un trou noir? Ce que vous appelez les trous noirs n'avalent pas les ondes gravitationnelles pour les transporter ailleurs. Ils les font plutôt rebondir à partir du nœud ou singularité. Un nœud ou singularité émet des ondes gravitationnelles vers l'extérieur dans toutes les directions. Un nœud ou singularité est comme un battement de cœur qui absorbe et restitue en permanence. Le terme correct peut désigner un trou noir et vortex. L'impulsion gravitationnelle intriquée de la source à votre cœur. Voici comment la création est structurée en ce qui concerne le transfert de l'énergie et la source par pulsation gravitationnelle. Vos cœurs sont intriqués à votre planète, à votre étoile, au centre galactique, au centre de l'univers qui est intriqué à la singularité une, la source créatrice. Les battements de cœur sont des générateurs de gravité. Les étoiles rayonnant sphériquement dans leur plan physique, ainsi que vers la supersingularité la plus proche à laquelle elles sont liées par la gravité, le centre galactique. De même, les particules rayonnées par les centres galactiques rayonnent également vers la supersingularité la plus proche à laquelle elles sont enchevêtrées, la singularité ou le nœud universel. Le centre de la bulle, si vous voulez, c'est le battement de cœur du Créateur. Et l'amour, c'est la gravité. Lumière, temps et gravité. La lumière voyage à des vitesses différentes par rapport à la gravité. Il en va de même pour la valeur mathématique du temps. La gravité est liée à l'éther, vous comprenez? L'éther est tout. L'éther n'est pas le vide. Le seul vide qui existe est le grand vide entre les univers. À l'intérieur des univers, il n'y a pas de vide grâce aux forces de gravité et aux particules, toutes données par l'éther. Il nous est interdit de vous donner des formules ou des équations directes, mais nous pouvons vous guider dans vos recherches. Lumière, temps, gravité. Formation de tétraèdres stellaires dans tous les corps planétaires. La formation de tétraèdres stellaires dans tous les corps planétaires, y compris les étoiles, est une composante de ce que nous appelons la grille éthérique. La structure éthérique de tout corps planétaire est une structure tétraédrique qui pulse constamment. Il y a un noyau, une structure de base simple que nous appelons le cœur et qui se multiplie en un réseau géométrique complexe de nœuds et de points énergétiques que nous appelons pointes. Les vortex des points nodaux des géométries de la grille planétaire. Les points nodaux qui relient la fréquence d'une géométrie à la suivante en formant un vortex à ces points nodaux permettent à la fréquence de passer d'une géométrie à l'autre. Les anciennes structures pyramidales ont été construites sur votre planète à des points nodaux, mais pas seulement. Les anciens projets suivaient certaines lignes de force, en particulier l'ancien équateur magnétique. Lorsque vous établissez des colonies sur un nouveau monde, vous devez commencer à utiliser son réseau électrique pour alimenter vos appareils et les nouveaux habitats que vous y construirez. L'espacement géométrique des orbites planétaires dans notre système solaire. Vous remarquerez que Mars et la Terre, Tyr et Terra, ont des structures tétraédriques quasi similaires. Nous leur avons même donné des noms presque similaires. La raison en est que Tyr et Terra étaient considérés comme des mondes jumeaux jusqu'à ce que Tyr soit détruite par l'explosion de Yana ou Maldek, comme vous l'appelez sur Terra. Oui, cet espacement géométrique est courant dans tout l'infini vert. Résonance quantique de l'ADN avec la matrice planétaire. La matrice planétaire est un terme utilisé lorsque nous mentionnons l'aspect organique conscient et vivant d'une planète. Imaginez un voile de mycélium enveloppant une planète. Il interconnecte tout car il transporte des informations constamment, simultanément et vers tous les points de la toile. Si je viens avec le vaisseau de mon frère en orbite de votre planète,
je pourrais toujours m'accorder avec Hera, ma matrice planétaire. C'est la résonance quantique que vous appelez sur Terra. Grâce à mon ADN, vous comprenez, l'encodage géométrique de mon sang correspond à la fréquence de la grille morphique planétaire de mon monde. La connexion n'est donc jamais perdue. L'interrésonance de la vie consciente dans la grille planétaire. Lorsque nous créons des mondes aptes à recevoir la vie consciente, nous construisons une série de couches autour de la planète que nous intégrons dans sa grille. Une fois intégrée, la vie consciente ne peut plus s'en aller. Tout est maintenu ensemble par des fréquences. Tout est interrésonance. Un frisson sur la toile se répercute de l'autre côté au niveau des particules. L'un affecte l'autre. Lorsque votre conscience évolue, la fréquence de votre planète s'élève. C'est ainsi que les habitants d'un monde peuvent modifier la densité de leur planète par eux-mêmes, par le simple pouvoir de leur esprit. Le 12 juin 2022, Elena et moi avons fait une émission en ligne et en direct avec 1700 participants et leurs cristaux pour affecter positivement la ligne temporelle de la matrice planétaire. Alors que tout le monde projetait simultanément la vision positive de la ligne temporelle avec le souffle de leurs cristaux, un grand pic a été enregistré sur la résonance de Schumann de la couche ionosphérique. J'ai demandé à Jenan si ce que nous avions fait avait un effet. Il a répondu « Bien sûr que cela a eu un effet. Un certain ratio de population doit être rassemblé pour produire une perturbation visible. Et vous l'avez fait ce jour-là. » Les ondes cérébrales émises par toutes les créatures vivantes de cette planète sont en interrésonance avec la couche ionosphérique. La science du cristal. Una a dit, « Un jour, vous vous souviendrez que la plus haute technologie de l'univers est la conscience. » Transposition de la trame du temps dans le cristal. Una a dit, « Le quartz est un transpondeur par nature. Il relie les points de la grille de l'espace. Il vibre non seulement sur la grille de l'espace, mais aussi sur la grille du temps. Votre science le découvrira bientôt. Le quartz est l'état le plus élevé de la matière solide avant l'état de la lumière. C'est pourquoi le quartz peut guérir les tissus corporels. Il ne réorganise pas la matière au niveau moléculaire, mais il la répare en transposant les tissus organiques lésés avec la clé vibratoire d'un état antérieur à l'altération. Il réorganise la dissonance avec un modèle de résonance. Cristaux à tailler en parfait alignement avec la grille du réseau. Les cristaux ont leur propre géométrie fractale. S'ils sont dans leur forme naturelle d'origine, leur géométrie est naturellement active. S'ils sont taillés grossièrement, ils la perdent. Mais s'ils sont taillés en suivant la structure du réseau, ils la conservent et elle peut même être considérablement améliorée de cette façon. Comment les Pléiadiens et les Altéens forment leurs cristaux? Pour qu'un cristal soit taillé en parfait alignement avec la grille du réseau à la fois verticalement et latéralement, les deux terminaisons du pyramidion sont inclinées à des angles de 60 et 51,443 degrés. Nous avons nommé ces tailles particulières cristal Vogel et Redion pour différencier ces considérations supplémentaires qui sont prises en compte et qui permettent la création d'une singularité portail-vortex dans le cristal. Pourquoi un angle de 51,843 degrés? C'est un rapport qui agit comme un transpondeur. Il s'agit d'une géométrie dynamique. Certaines formes, simplement en raison de leur proportion, affectent naturellement la structure holographique de la matrice. Nous utilisons ce rapport pyramidal spécifique pour construire nos générateurs de frilles. Pourquoi un angle de 60 degrés? C'est parce que l'angle émetteur doit être en résonance avec la géométrie de la matrice holographique qui est le récepteur. Jenan fait référence à la résonance de la géométrie tétraédrique de 60 degrés, qui est la structure fondamentale qui forme la matrice holographique. Modifier la matrice de la réalité. Jenan m'a dit, « On m'a dit que la mission que tu as choisie consiste à enseigner aux terriens comment ils peuvent changer leur réalité. Tu l'as toujours su. Apprends-leur à activer le vortex et à modifier la matrice holographique. » Les informations suivantes étaient auparavant interdites par la directive première. Toran Heredion a pu obtenir une autorisation spéciale de la Fédération galactique des mondes. Cette autorisation était basée sur une question que j'avais posée concernant un portail interdimensionnel entre les triades de charge dans la structure en réseau du cristal. Jenan a répondu « Il fonctionne en trouvant le nœud de conjugaison de face de l'intérieur du cristal en projetant vers l'intérieur les formes géométriques des deux points opposés comme un miroir. C'est là que se trouve la singularité du vortex du cristal. Concentrez vos pensées et votre énergie juste là, et vous pourrez projeter votre conscience partout où vous le souhaitez dans cet univers et dans les autres univers, dans d'autres densités, d'autres dimensions. Tout est accessible dans l'espace, les dimensions et le temps.
C'est un grand pouvoir, Elena. Elena transmet cette information. C'est une information très importante. Je suis honoré d'être autorisé à partager ceci avec vous. À présent, je suis honoré d'être autorisé à partager cette science avec vous tous. Le ratio du plan hexagonal-pentagonal multicouche appliqué à un organisme vivant produira l'évolution cellulaire. Les humains, les plantes, les étoiles, etc. Ce rapport est la clé de la vie et est également représenté dans le plan que vous connaissez sous le nom de fleur de vie. Ceux qui comprennent la géométrie secrète de la fleur de vie peuvent créer des univers et des formes de vie pour les peupler. Note, le motif de la fleur de vie intègre la géométrie de l'hexagone et du pentagone, ainsi que les angles de 60 degrés et de 51,843 degrés. Cette relation géométrique hexagonale et pentagonale se retrouve dans la structure de la double spirale enroulée de notre ADN. La relation hexagonale-pentagonale entre les angles de 60 et 51,843 degrés. Ces deux angles de terminaison forment les deux champs de torsion doublement enroulés qui se conjuguent en phase pour former le vortex de singularité, basé sur des éléments réceptifs et actifs de la géométrie de la matrice qui se rejoignent. L'angle de 51,843 degrés est lié à la géométrie pentagonale et au nombre d'or que l'on retrouve dans la nature dans la séquence de Fibonacci et correspond exactement à l'angle de la grande pyramide de Gizeh, et les cristaux de quartz se terminent naturellement à cet angle. Il est réceptif et agit comme un transpondeur et un collecteur ou récepteur d'énergie éthérique. L'angle de 60 degrés est lié à la géométrie hexagonale qui est basée sur la forme du tétraèdre dont tous les angles sont formés à 60 degrés afin d'entrer en résonance avec la géométrie fractale tétraédrique de la matrice. Cette forme est active et s'imprime par résonance dans la matrice holographique tétraédrique. Les deux fréquences de rotation du vortex sont basées sur les différents angles d'inclinaison des deux terminaisons. Les deux dynamiques tournent en sens inverse et se rencontrent à la singularité du vortex. En raison de cette dynamique de contre-rotation, le vortex s'ouvre par conjugaison de phase de deux fréquences. À la même fréquence, les dynamiques s'annulent. Il faut une différence de vitesse pour créer une dynamique, pour que l'expérience tende vers la perfection. Et comme rien dans l'univers n'atteint jamais le point absolu de perfection, l'univers est vivant grâce à la dynamique de l'évolution. L'énergie éthérique dans la réalité physique en modulant le point géométrique liminal de transfluxation. La géométrie de l'angle 51,843 transpose l'énergie éthérique et la géométrie de l'angle de 60 l'imprime dans la matrice holographique de l'univers. Ceci est un grand réseau. C'est ainsi que nous manifestons l'énergie éthérique dans la réalité physique. Et c'est ainsi que le point géométrique liminaire de transfluxation permet aux intentions de la conscience d'imprimer un modèle de pensée géométrique. Une photographie Kirlian est montrée à Genan montrant le champ de torsion à double enroulement formé par le pyramidion. Genan dit « Une pyramidion crée un vortex de frill. Le frill est l'énergie éthérique. Le vortex que vous représentez sur cette image est l'énergie éthérique récoltée par le pyramidion. L'influx dynamique de cette énergie récoltée, le rapport mathématique du pyramidion, génère un champ de torsion à double enroulement. Les deux dynamiques tournoyant dans des directions opposées créent une tension conjuguée en phase qui crée une singularité dans l'hologramme, une convergence de puissance infinie. Ceci forme l'œil du cristal. Comment activer le vortex alors? Pour activer et ouvrir l'œil du vortex du cristal, il faut le stimuler piezoélectriquement. Cette simulation crée une réaction dynamique entre les deux polarités des triades de charge de la structure de réseau, créant une réaction exponentielle qui déclenche le portail de singularité. L'œil du vortex est situé à l'endroit où les deux angles d'inclinaison se rencontrent et forment un vortex discoïdal plat dans ces zones du cristal. Il est stimulé soit par une pression physique du doigt, qui ouvre momentanément le vortex, soit par des impulsions électroniques continues qui créent des ondes de compression dans la zone de l'œil du cristal, ce qui maintient le vortex ouvert en permanence. L'application de cette technologie, qui peut maintenir le portail de vortex ouvert en pulsant des ondes de compression électronique à 20 Hz avec des électrodes d'argent pur à travers la zone de l'œil du cristal, nous appelons ce dispositif un modulateur transflux de réalité, car les intentions de la conscience peuvent moduler le point géométrique liminal de transfluxation de l'œil du vortex pour modifier la matrice holographique. Genan dit, vous pouvez améliorer l'efficacité en préparant les gens plus longtemps à l'avance. Il est bon qu'ils soient en onde cérébrale gamma avant de commencer le travail.
Les ondes cérébrales gamma ouvrent les vortex dans l'esprit de la personne et tout devient possible. Les cristaux de votre glande pinéale sont du carbonate de calcium, produit organiquement par les tissus du corps humain. Ces microcristaux génèrent un champ électromagnétique au centre duquel se trouve un vortex interdimensionnel pour la conscience. Les humains, à travers toutes les races de notre espèce, sur n'importe quel monde, ont cette glande vortex. Les reptiloïdes et les gris ne l'ont pas. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accéder à ce que nous pouvons accéder. Vous pouvez interfacer votre glande pinéale avec le vortex du cristal et voyager à travers l'espace et le temps par projection de conscience. Lorsque vous ouvrez le vortex de singularité à l'intérieur du cristal pour permettre aux intentions de la conscience d'imprimer un modèle de pensée géométrique dont le point géométrique liminal de transfluxation du vortex, vous établissez un pont avec la source à travers le vide. Le vide étant en dehors du temps linéaire, il permet au modèle de pensée de persister éternellement, de ne pas se flétrir dans le temps et de se manifester en utilisant le réseau de la création. Le frill de la source est l'énergie la plus puissante que vous puissiez imaginer exploiter. Bien sûr, lorsque la singularité du vortex est déclenchée dans le cristal et lorsqu'il se connecte à la source, le frill en émerge. Le frill est l'énergie créée par les ondes gravitationnelles dans ce que vous appelez l'éther. Ces ondes gravitationnelles sont également appelées ondes de compression. Le frill peut être présent partout dans le multivers et est efficace lorsqu'il est activé par une impulsion. Vaisseau spatial alimenté en frill par des cristaux. Une impulsion dynamique dans l'éther crée des ondes de compression qui génèrent du frill. Les cristaux du noyau central stockent et transmettent cette énergie frill au plasma de mercure ionisé rouge en rotation rapide dans les deux tores perpendiculaires du système de propulsion antigravité du vaisseau. Quelques notions de physique de l'éther par Chris Esson, membre de notre équipe scientifique à Paris. Contrairement aux croyances d'Einstein, Nikola Tesla, Jenan Redion sont tous deux d'accord et affirment que notre univers entier est rempli d'éther. Les particules sont des vortex d'éther, la lumière est une onde dans l'éther et l'énergie est le mouvement de l'éther. La gravité est le vent accéléré de l'éther et la vitesse de la lumière varie en fonction de la gravité. Générateur de frill sur la planète Hera. Sur ma planète, nous avons des générateurs d'énergie comme ceux que vous connaissez d'Atla. Sur Hera, nous avons des centrales électriques, des centrales pyramidales avec un grand cristal naturel dans le noyau central. Le frill récolté et collecté au sommet de la pyramide est raisonné, ou vous comprendrez peut-être mieux le terme téléporté, par des appareils plus petits que nous appelons générateurs secondaires. Ceux-ci transposent le frill pour et vers le réseau électrique de nos villes. Shaya Redion est la sœur aînée de Toran de Jenan. Elle est préposée au générateur d'un temple et technicienne sur la planète Hera. Elle est âgée d'environ 160 ans selon les années terrestres. Cette illustration est tirée du livre révolutionnaire d'Helena, Les ensemenceurs, où elle illustre un cristal du générateur de frill enveloppé dans deux types de métaux différents dont elle a été témoin. Le frill, l'essence de la double nature de la source. Les deux serpents ne sont pas deux types différents d'arrangement atomique de la matière. Non, ils sont l'alpha et l'oméga. Ils sont le vide et la matière. Ils sont créés et non créés. Ainsi, l'existence et la non-existence, la construction et la déconstruction, les électrodes de l'univers qui font jaillir la source. La source est double de cette manière. Lorsque vous libérez les deux serpents pour qu'ils dansent autour du cristal, ils créent l'essence même de la source, le frill. C'est une reproduction de la grande création. Un générateur de frill se compose d'un grand cristal de quartz naturel central enveloppé de cuivre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le champ électromagnétique et d'argent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le champ éthérique. Ces deux bobines sont ensuite pulsées alternativement à 4096 Hz pour former un double champ de torsion qui se conjugue à l'intérieur du cristal pour ouvrir le vortex de singularité de l'œil et se connecter à la source, ce qui permet au frill d'émaner. Le cristal est logé dans une structure pyramidale dont la géométrie s'interface avec le cristal et récolte l'énergie éthérique. Le frill du vortex ouvert du cristal est ensuite récolté au sommet de la pyramide qui transmet l'énergie du frill. Cette méthode de distribution de l'énergie utilise l'intrication quantique pour transférer l'énergie du frill sans fil vers des récepteurs résonants afin d'alimenter les différents systèmes de la population de la planète. D'autres détails de cette présentation peuvent être trouvés sur marcelvogel.org. Un salut et un remerciement à la Fédération galactique des mondes et je termine cette présentation avec une grande gratitude pour les connaissances et la sagesse partagées par le créateur d'étoiles Jenan Redion. Et bien sûr,
Cette information ne serait pas possible sans le pont de communication quantique gracieusement fourni par ma chère amie Elena Danaan. Merci à vous tous. Un très très grand merci à Dan Willis pour cette vidéo très très riche en informations.